RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info sur l'actualité chaude du moment. En ce moment, vous le savez, vous suivez nos journaux quasiment tous les jours et on en parle depuis la semaine dernière. Ça se durcit en ce moment à la CAF. On en parle bien sûr pour la première partie du rendez-vous de l'info avec nos invités, Sandra Luc, CFE-CGC, et Xavier Louise Rose, délégué syndical UTG à la CAF. Nous avons essayé de joindre Isabelle Malinge, la directrice de la CAF, qui a préféré ne pas participer au débat de ce soir. La deuxième partie sera consacrée à la pêche. Quel avenir pour la pêche en Guyane? On en parle avec nos deux invités, Tony Nalovic, ingénieur à l'IEUT, et Jean-Yves Tarcy, chargé de mission au comité régional des pêches. Bonsoir Vanessa, comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme? Oui. Ce week-end? On parle de boxe pour les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? J'ai été donc filmée... Si c'est privé, n'hésite pas. Non, j'ai été au village chinois assister à une initiation de boxe anglaise pour les enfants. Et j'ai filmé aussi Danse avec une pelleteuse. Donc on verra ça ce soir et demain. Voilà pour le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec le journal tout en images. Des cases en tôle qui tombent les unes après les autres. Ce matin, dans un squat de la zone Terka à Matoury, 2 pelleteuses sont venues détruire des maisons vides. Après plusieurs années de lutte pour récupérer ces terrains occupés illégalement, Raymond Apché est heureux de ce dénouement. Nous avons commencé à discuter avec les gens. On nous a toujours refusé les forces de l'ordre, mais aujourd'hui elles sont là, c'est gentil, tout le monde a compris qu'il y avait un problème. Alors, nous sommes en train de casser toutes les cases inhabitées. En attendant la prochaine vague, nous avons donné un signal fort aujourd'hui pour casser le reste. Sur ces parcelles d'environ 4 à 5 hectares, une soixantaine de familles s'étaient installées de manière illégale. En 2009, un jugement du tribunal a prononcé l'expulsion des squatteurs, mais le propriétaire des terrains n'avait pas eu l'appui des forces de l'ordre. Il aura fallu attendre 5 ans pour que la destruction soit faite en présence des autorités. Nous avons eu des échanges avec le député maire Serville et M. Apché pour s'assurer que l'opération qu'il mène aujourd'hui est en parfaite légalité. Donc je suis venu m'assurer en compagnie des gendarmes qu'il n'y avait pas de trouble à l'ordre public et que M. Apché réalisait des aménagements sur ces terrains en détruisant des bâtiments qui sont effectivement vides, qui ont effectivement été abandonnés sur son terrain. Pendant plusieurs années, ces terrains de la zone Terka se sont transformés en squats géants et en décharges publiques. Pour éviter que cela ne se reproduise, Raymond Apché a décidé de sécuriser ces parcelles. Nous allons mettre des vigiles pour contrôler régulièrement. Mais dans un état de droit, on ne peut pas occuper ni les maisons ni les biens des gens. Alors si on appliquait la loi et les jugements rendus, il n'y aurait jamais eu de squat en Guyane. Après avoir détruit les logements inhabités, ce sera le tour des autres maisons d'être rasées. Le propriétaire des terrains s'est rendu dans chaque habitation pour avertir les squatteurs et leur donner un délai pour retirer leurs affaires. Concilier les soins infirmiers, l'art et la culture. C'est la raison pour laquelle les journées régionales de formation du CEFIEC, Comité d'entente des formations infirmières et cadres, ont été intitulées « Soins infirmiers, expression artistique et culturelle ». Nous avons montré qu'à travers la danse, nous pouvons permettre à un patient de s'extérioriser, de reprendre confiance en soi. Et vous avez vu Ramsim, il a exprimé son ressenti en tant qu'infirmier et cela l'a emmené vers la chanson. Des interventions diverses et variées de professionnels de santé ont été présentées, tant dans le domaine de la chanson, de la danse, de l'art et de la culture. Je me nourris de ce que je vis au quotidien en tant que soignant, dans mon vécu également d'artiste en fait, au niveau de mes inspirations, de ce que j'écris. Comme je leur expliquais, au début de ma carrière d'infirmier, j'étais plus inspiré par des choses un peu mélancoliques. Et au fur et à mesure, j'ai eu envie de donner de la joie, en fait, de parler d'amour, de parler de choses plus légères. Parce que ce sont des choses aussi dont on a besoin. Voilà. Ces journées du CEFIEC ont été une véritable réussite en ce qu'elles ont permis de fédérer les acteurs des soins infirmiers.
à l'occasion d'un grand moment de partage sur les différentes pratiques en matière de soins et de formation. Ces journées ont été très formatives, riches en émotions. On apprend beaucoup de choses avec les différents intervenants, dont des artistes qui allient justement les soins, leur métier et l'art. Chacun exprime ses expériences, ses petites idées, ses petites techniques pour justement allier l'art, la musique et les soins. Et donc j'ai donc appris par des collègues que pour apaiser certains patients, on mettait en place des playlists musicales pour leur permettre de penser à autre chose, de se laisser faire et de s'apaiser. Donc il y a des petites techniques comme ça qu'on n'y pense pas forcément. Et ces journées nous permettent donc de s'enrichir et d'acquérir des petites techniques pour s'en sortir et pour apaiser les patients, pour les faire se sentir bien. Ces échanges interrégionaux et universitaires, une opportunité pour les formateurs, pour les universitaires et pour les professionnels sanitaires et sociaux d'améliorer leurs pratiques d'encadrement et d'enseignement, favorisant le parcours des stagiaires et à terme la qualité des activités soignantes offertes aux personnes en demande de soins. En Guyane, le manque de professionnels paramédicaux est criant, d'où le besoin de promouvoir ces métiers. Ce matin, les membres du syndicat SGP Police se sont entretenus avec le sénateur Antoine Karam et le président du Conseil général. Suite à l'agression de 5 policiers lors d'un contrôle par une vingtaine de personnes, c'est avec colère que les membres du syndicat revendiquent une augmentation de leur effectif. Une fois encore, nous nous rendons compte que ce que nous avons préconisé, ce que nous avons dit à la direction générale de la police nationale, pas plus tard qu'en janvier dernier avec le délégué de Guyane d'ailleurs, et à la direction centrale de sécurité publique à Paris, nous avons dit attention, nous avons un manque en effectif crucial à Cayenne, qui est quand même une zone de sécurité prioritaire, il faut que vous mettiez des moyens là-bas. On n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté. Et on voit ce qui se passe encore une fois ce matin. Nous avons des collègues policiers agressés. Et nous avons aussi un manque de moyens. C'est-à-dire qu'on constate que mes collègues n'étaient pas équipés de moyens lacrymogènes pour neutraliser. Une brigade canine avec des chiens qui existent partout en France n'existe pas à Cayenne alors que ça fait des années que nous leur demandons. Le pistolet taser qui a pour effet de neutraliser d'une manière électrique, même si ça prête polémique, n'est pas en dotation non plus. Bref, c'est pas parce que la Guyane est loin de la métropole qu'il faut l'oublier, nous recevoir à Paris, dire on vous a entendu et ne pas agir en conséquence. Ce n'est pas la première fois que le problème d'effectifs est mis en avant. Avec 220 policiers pour une agglomération de plus de 120 000 personnes, il est difficile pour les forces de l'ordre d'assurer une surveillance constante. La situation est devenue difficile la nuit. Et les fonctionnaires qui étaient donc présents étaient tous sur le terrain. Et ils ont tous été blessés. 5. Donc je veux dire que quelque part, dans une situation comme ça, vous ne pouvez pas avoir de renfort. Vous faites appel à qui? Alors, personne. Un ras-le-bol, c'est ce que déclarent les forces de police qui ne se sentent pas prises au sérieux par leurs supérieurs à Paris. C'est donc auprès des élus locaux qu'ils espèrent trouver une réponse. Je vais écrire au ministre de l'Intérieur pour lui faire part de la gravité de la situation et de ma vision. Quand vous savez que la Guyane, et particulièrement l'agglomération de Cayenne, est une agglomération de 120 000 habitants, et qu'il y a à peine 5 personnes, dans les informations que nous avons eues, qui étaient sur le terrain plutôt samedi au petit matin, c'est inadmissible. Alors nous allons rentrer dans l'action pour que de Paris on puisse comprendre quand bien même qu'il y ait une restriction budgétaire et que les moyens économiques ne soient pas les mêmes, il faut que nous puissions avoir une police de proximité qui soit en mesure de répondre à l'attente de la population guyanaise. Alors que l'on approche des fêtes de fin d'année, une saison connue pour sa hausse du taux de criminalité, aujourd'hui le doute persiste pour savoir si ceux qui sont censés nous protéger le peuvent toujours. Après plusieurs semaines de préparatifs, les funérailles du grand Mont Paul Doudou, décédé le 2 novembre dernier, ont eu lieu durant 2 jours, les vendredis 21 et samedi 22 novembre 2014. Les représentants politiques se sont fait un devoir d'aller à Papaïchtan pour rendre un dernier hommage à ce grand homme. C'est un moment de tristesse, mais je ne voudrais pas m'associer qu'à cet élément de tristesse, parce que je voudrais d'abord considérer que la mise en terre du grand Mont Doudou, c'est comme si on mettait en terre une bonne graine. Grand Mont Doudou, tu as veillé sur nous, et je sais que ton esprit continuera à le faire. Éclaire le chemin, éclaire les paroles, et éclaire aussi ceux qui pour aujourd'hui sont encore dans le doute. Nous témoignons avec respect et humilité de l'union indéfectible de la France
et du peuple boni. Devant le corps du grand man Paul Doudou, nous nous associons à l'un des peuples de France et à ses enfants. Par la tradition, par la culture et par les croyances aussi bien entendu, que le grand man Doudou sera toujours parmi nous. L'enterrement s'est fait selon la tradition Boni en présence du peuple Aloukou dont il était le chef coutumier depuis 1992 et des invités venus de plusieurs communes de Guyane et du Suriname. Les hommages ont été nombreux devant la dépouille de Paul Doudou, chef spirituel, garant de la tradition et porte-parole de la communauté Boni et Aloukou. Tant qu'on aura le corps pour nous, il est toujours parmi nous, il est toujours vivant. Ouais. Et là, vous entendez derrière moi les pleurs parce que ça, on ne le verra plus. Donc nous, la mort chez nous, c'est vrai qu'on est péni. On est tout le temps péni quand tu perds un être humain. Mais quelque part, nous, on dit il aurait souhaité qu'on fasse ça pour lui. Donc même si on pleure, on a des larmes, mais on doit effectuer les différents rythmes que nos ancêtres nous ont laissés. Le corps du grand Doudou a été déposé samedi dans sa dernière demeure, un cimetière situé en aval du village de Loka, sur la commune de Papaïchtan. La paye de la caisse d'allocation familiale a été mutualisée en 2012, ce qui a permis à l'organisme de constater une anomalie. Depuis 20 ans, l'ICP, indemnité différentielle de congés payés, n'est pas versée aux agents. Le principal point de divergence entre les grévistes et la direction est la date de prescription du dossier. Les agents réclament le versement de la somme totale, soit 20 ans d'ICP. La direction affirme ne pas avoir l'obligation légale de dépasser les 5 ans. Actuellement, dans les capacités de calculer la somme exacte due à chaque agent, la CAF informe qu'elle devrait tourner autour de 200 € annuels. Alors c'était une erreur sans en être une, parce qu'en fait pour pouvoir payer cette indemnité différentielle, il faut que les agents prennent l'intégralité de leur congé. Or il y avait une espèce de tradition dans cet organisme qui faisait que les agents souvent reportaient leur congé d'une année sur l'autre, ne prenaient pas l'intégralité de leur congé. On est d'accord pour remonter sur 5 ans à partir de 2012. Ce qui fait qu'en fait, les agents percevront plus de 5 ans, puisque c'est 5 ans à partir de 2012. On est d'accord pour faire ce travail sur ces 5 ans, mais pas au-delà. C'est la prescription. Le mouvement se durcit. Les agents réclament la présence d'un représentant de la CAF nationale. Ils refusent toute négociation avec les dirigeants locaux ou venus d'autres départements. On a demandé à ce que l'organisme de tutelle de la directrice vienne pour régler notre conflit. Donc jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais voulu venir. Ils nous ont proposé donc le directeur de la CAF de la Guadeloupe, donc mandaté par eux. Donc on a refusé. On les veut en chair et en os. Aujourd'hui, l'accueil des allocataires n'a pas pu être assuré. Selon la direction, les agents qui n'ont pas adhéré au mouvement sont victimes d'intimidation verbale et d'autres. Les grévistes nient les accusations. Les agents qui devaient rentrer ce matin devaient passer au-dessus d'une croix qui avait été dessinée à la farine devant le portail avec des petites bougies de chaque côté. Et que pour certains, ce genre de choses représente beaucoup de choses. Ah bon? Ben écoutez, vous m'en apprenez de bonnes parce que je n'ai pas vu ça. Donc voilà, je ne sais pas de quoi il parle, mais peut-être. Hein. En tout cas, on ne sait pas si ça existe, on ne sait pas qui l'a mis. La direction affirme que la grève n'empêchera pas le versement des prestations à la population. Les dossiers n'étant pas à jour, les sommes seront les mêmes que celles du mois précédent. Concernant les premières demandes ou modifications, elles ne seront pas prises en compte. Il sera probablement nécessaire d'attendre la fin du mouvement. La caisse d'allocation familiale reste joignable par téléphone ou sur son site internet. Et on remercie également Dominique Nugent pour les images à Marie Passoula et à Papaïchtan également. Nous allons revenir bien sûr sur cet événement sur un prochain Dom la Kézote. Allez, c'est reparti. Retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec Sandra Luc, CFE CGC. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Xavier Louise Rose, délégué syndical UTG à la CAF. Bonsoir et bienvenue. Avant ma première question, est-ce que vous voulez réagir sur le sujet de la rédaction? Quelque chose vous a gêné ou pas? Non, on va réagir. Mais avant de réagir, on va remercier ATG
de nous avoir invités, car on porte ce soir la parole des grévistes. Et je voulais quand même aussi remercier mes collègues grévistes, car sans eux, ce mouvement n'aurait pas eu lieu, quoi. Très bien. Une réaction sur le sujet? Oui, une réaction sur le sujet, bien sûr. Madame Chazoul, la directrice adjointe, dit que c'est une erreur. L'intersyndicale dit que c'est une omission volontaire, car les 3 agents de direction n'ont pas débuté leur carrière à la CAF de la Guyane. La directrice a débuté sa carrière, était directrice adjointe plutôt à l'URSSAF, avant de prendre son poste en 1999. La directrice adjointe était cadre à la Caisse nationale, avant d'arriver en Guyane en 2005. Et l'agent comptable était fondé de pouvoir dans une autre CAF. Donc il ne s'agit pas d'erreur, mais il s'agit d'une omission volontaire. Josie Chazoul, la directrice adjointe de la CAF, on va l'écouter, hein, et vous allez pouvoir réagir là-dessus. Vous avez une annonce à nous faire ce soir, les choses évoluent, les choses ont évolué. Allez-y. Il y a M. Ravou qui arrive demain pour rentrer en négociation. C'est le numéro 2 de la Caisse nationale d'allocation familiale. C'est ce que vous vouliez? C'est ce que l'on voulait. On voulait discuter directement avec notre caisse nationale afin d'avoir des réponses concrètes et pour que notre situation s'améliore et que nos souffrances s'arrêtent. Vanessa. Sur ce que vous disiez, vous remerciez les collègues grévistes. Ça veut dire que ceux qui continuent de travailler ne se sentent pas concernés par votre combat? Ceux qui continuent de travailler sont concernés par le combat, puisque l'indemnité de congé payé leur sera versée aussi, car l'indemnité est calculée individuellement par agent, mais elle est versée en une seule fois collectivement, à tout le monde en même temps. Donc les non-grévistes ont le droit de ne pas faire grève, c'est leur droit, mais ils percevront cette ICP quand même. Ce matin, nous étions dans les bureaux de la direction de la CAF. Nous avons essayé de joindre également Isabelle Malinge, donc la directrice actuelle de la CAF, qui n'a pas souhaité débattre ce soir sur le plateau avec vous, syndicat. Josie Chazoul a été interrogée par notre journaliste. On l'écoute et vous pourrez réagir après. Qu'en est-il de la relation entre la direction et les syndicats? Est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous discutez en ce moment? Le mouvement de grève a commencé le 17 novembre et depuis le 17 novembre, pour l'instant, il n'y a pas eu de négociation. Il y a une intervention très présente de l'inspection du travail, mais pour l'instant, nous n'avons pas réussi à négocier sur les points de revendication et notamment sur l'ICP, puisque pour nous, ça reste normalement le point le plus important de cette revendication. Vous ne vouliez plus discuter avec la direction locale? Pourquoi? Parce que ça n'avançait pas? On ne souhaite pas discuter avec la direction locale, car ça fait une dizaine d'années qu'on discute avec eux par le biais des instances représentatives du personnel. Et comme le discours... C'est-à-dire que vous n'avez pas attendu une grève pour rentrer Exactement, on n'a pas attendu une grève pour discuter avec eux. On discute avec eux une fois tous les 2 mois lors des comités d'entreprise, une fois par mois pour les réunions des délégués du personnel et une fois par trimestre pour le CHSCT. Donc aujourd'hui, notre direction est disqualifiée, c'est pour ça qu'on ne veut pas discuter avec eux. C'est un monologue lorsqu'on discute avec eux. Ils ont la bonne solution, mais il n'y a pas d'ouverture concernant la négociation. C'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit la Caisse nationale qui prenne la main sur ce dossier. Sandra. En plus, lorsqu'on a voulu discuter sur ce point, on nous a dit d'aller faire une procédure auprès des prud'hommes. Donc, à partir de là, il n'y a plus de dialogue social. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on ne veut plus discuter avec notre direction, puisqu'on nous envoie vers les tribunaux pour résoudre un problème qu'on aurait pu faire ensemble. D'accord, pas de communication. Donc, on regarde un deuxième extrait avec Josie Chazoul. Pourquoi ils veulent la peau de la direction? Elle est restée trop longtemps à la CAF? Alors, je veux dire, la plupart des agents qui sont sur le piquet de grève ont autant d'ancienneté que que Madame Malinge. Donc, j'ose espérer que ce n'est pas lié à l'ancienneté. Je ne sais pas, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on réclame la venue d'un directeur de la Caisse nationale. Or, la Caisse nationale était là en février, c'est pas si vieux quand même, hein, et on ne lui a rien dit.
Et alors qu'aujourd'hui, on nous dit, elle est là depuis 15 ans, ça fait 15 ans que rien ne va. Pourquoi ça ne s'est pas exprimé en février, quand il y avait le directeur de la Caisse nationale et son adjoint, M. Ravoux, avec lequel aujourd'hui dont ils sont prêts à accepter la venue aujourd'hui? Pourquoi tout ceci ne s'est pas exprimé à ce moment-là, alors qu'ils avaient l'occasion de dire certaines choses? La réponse sur le plateau du rendez-vous de l'info. Ben, je vous donne la réponse, elle est très simple. Monsieur Lenoir et Monsieur Ravoux sont effectivement venus en février 2014 en Guyane. Les syndicats, les 3 organisations syndicales estiment que c'était un voyage d'agrément, mais c'était pas un voyage, c'était pas une rencontre pour résoudre les problèmes de la CAF de la Guyane. Pourquoi ? Puisque non, ils ont été sur le fleuve à Maripasoula, Papaichton, pour voir un petit peu la réalité du terrain, la réalité de la Guyane, et se faire une opinion sur tout ce qui leur avait été présenté en interne. Parce qu'il faut savoir que le directeur de la Caisse nationale, chaque année, vient dans un département d'outre-mer différent. Maintenant, il y en a 5 pour pouvoir discuter avec les directions d'outre-mer, quoi. Donc nous, il nous a reçus, les représentants du personnel, mais il nous a confirmé ce qu'on savait déjà, c'est que la direction a plein pouvoir au niveau local. Et on lui a reproché aussi le fait de ne pas avoir communiqué à la presse sur cette venue de février 2014, c'est que tout simplement, il n'avait rien à annoncer de précis. Et il faut dire aussi qu'on était en période électorale pour les municipalités. Très bien. Vanessa. Alors, vous menez un combat, on comprend tout à fait, mais à un moment donné, c'est la population qui sera lésée. Donc, est-ce que vous avez des retours de cette population, justement? Des clients qui viennent devant la CAF? Nos 46 000 allocataires ne seront pas impactés directement, mais indirectement, plutôt, on va dire. C'est-à-dire que les paiements des prestations familiales du mois de décembre seront faits sans aucune difficulté. Il suffit de faire un copier-coller avec le fichier d'octobre 2014 et tout le monde sera payé. La difficulté, c'est les nouveaux dossiers, les nouvelles immatriculations, les femmes enceintes qui déposent pour la première fois un dossier à la CAF. Il faut leur attribuer un numéro d'allocataire. Et là, ça va compliquer les choses. Les allocataires qui perçoivent le RSA, il faut qu'ils déposent une déclaration trimestrielle, donc tous les 3 mois. Ouais. Là, ça va poser des difficultés aussi si le mouvement perdure. On a espoir que, avec M. Ravoux, les choses se débloquent et qu'on arrive à une issue favorable. Sandra Luc. Il y a des allocataires qui nous soutiennent sur le piquet de grève, donc qui viennent manifester leur solidarité au mouvement. Nous n'avons pas... Une grève, il y a toujours des œufs qui se cassent. Hein. Voilà, mais sinon, pour relève allocataires, ils sont avec nous. Ils nous l'ont montré. Lorsqu'ils viennent à la borne, on les reçoit. Il n'y a pas de fait problème entre eux et les grévistes. Ça se passe très très bien. Justement, voilà. Vous avez reçu des soutiens des allocataires et des personnalités politiques sur place ou autres? Non, pas du tout. Monsieur Gabriel Serville, député maire de Matoury, est venu sur le piquet de grève et on a eu un long entretien avec lui. Il a rencontré les trois organisations syndicales. Il a fait un discours positif qui allait dans le bon sens. Et lui aussi souhaite bien sûr l'apaisement au niveau de la grève à la CAF, bien sûr. Très bien, on écoute encore une Josie Chazou, je rappelle, directrice adjointe de la CAF. Et vous pourrez réagir. Vous voulez négocier avec les syndicats? Vous êtes prêt à descendre maintenant pour dire allez, on discute? Mais bien sûr qu'on est prêt à négocier. Ça ne peut pas durer. Il faut bien qu'on reprenne. Je veux dire, c'est quand même la caisse d'allocation familiale. Et Dieu sait si les allocataires sont dépendants de la caisse d'allocation familiale. Donc, ça ne peut pas durer. Il va bien falloir, à un moment donné, reprendre le travail. Donc c'est ce que vous essayez de faire, la direction veut que ça s'arrête, vous aussi j'imagine, syndicat, une grève c'est bien pour personne, mais si elle est là c'est parce qu'il y avait des problèmes. On a vu un tract, notamment à l'intérieur de la CAF, sur toutes les attaques, notamment sur Isabelle Malinge, c'est terrible, c'est-à-dire sur le fonctionnement même à l'intérieur de votre institution. Comment certains, alors si c'est vrai ce qu'on a pu lire, comment certains ont pu tenir autant de temps? C'est-à-dire que là, on l'a décrit comme une femme, on va dire, très très dure avec son personnel. Et là, je suis gentil. Moi, je vais vous répondre. Normalement, il y a une obligation de mobilité tous les 5 ans pour les directeurs.
Là, effectivement, cette directrice est là depuis 15 ans. Donc c'est normal que les contentieux se multiplient lorsqu'on fait tout ça de temps à la tête de cet organisme. Dernièrement, la Caisse d'allocation familiale a perdu un procès au prud'homme pour discrimination syndicale. Donc en 15 ans, bien sûr que les discriminations, les conditions de travail se sont dégradées. On était en séminaire sur les risques psychosociaux au mois de septembre 2014. 90% du personnel a vu une psychologue du travail. C'est qu'il y a urgence. 90%. Il y a urgence à régler les dysfonctionnements à la CAF, oui. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je rejoins tout à fait vos collègues. Ça a duré parce que Madame Malinge a mis en place un système de management répressif et très paternaliste. Donc, le temps que ces enfants grandissent, voilà, donc on a subi ça pendant un certain temps. Très bien. La suite, ce sera ma dernière question. Donc, mercredi, c'est ça ? Vous attendez Oui, mercredi, Monsieur Ravoux, directeur des réseaux numéro 2 de la Caisse nationale, nous reçoit. On débute les négociations. Il y a des préalables avant de se mettre autour d'une table de négociation. Il y a des préalables. On espère que ce sera respecté et on pourra discuter sereinement avec lui. Pas de souci. Très bien, on va suivre ça bien sûr avec les caméras d'ATG. Merci en tout cas à Sandra Luc et Xavier Louise Rose d'être venus sur notre plateau du Rendez-vous de l'Info pour expliquer à la population guyanaise ce qui se passe réellement à la CAF autour, bien sûr, de cette grève. Personne ne veut que ça se perdure, mais voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Allez, dans quelques instants, Dom Lakezot, c'est à 20h en prime. Voici un extrait, les savanes inondées de Co. Extrait. Alors, Marius, nous rencontré beaucoup d'anciens co et il y a un petit peu outré. Il a dit qu'il est outré parce que il a dit Marico, mais pas Marico. Non, pas Maria. Pouillé à savane qui est inondée. À vrai ça? Ben oui, il y a savane qui est inondée. Comme ça, nous même nous rappelons ici, savane inondée, il n'y a pas marée. Marée, notre bagaille. Mais nous rappelons savane inondée. Savane parce qu'avant, il s'était savane. À savane. Tout côté était savane. Tout côté plein qui est savane. Maintenant, il changé. Alors, Marius, le mot rivé Co, alors pour vous resituer Co un peu, parce qu'on n'a pas parlé de la situation géographique de Co, il faut savoir que Co, il faut passer par Oura et pour arriver au débarcadère, il y a en gros une 50aine de kilomètres. Et il y a une bête qui est impressionnée parce que l'homme rivé Marius, moi, qui est cimetière au bord des débarcadère. Oui, il y a là, il mettait le bord des débarcadère là. Et puis là, mon coup de gueule, là, mon 40 ampères de coup de gueule. Et malheureusement, ces politiques, même, ils ont accepté ça, ils ont pas dit rien, ils ont essayé de faire. Or, il y a beaucoup de côtés comme ça, non qu'à changer, chimien qu'à fait, c'est bien qu'à parier comme certaines bêtes. Non, il faut pas laisser ça fait. Il faut pas laisser ça fait. Et puis, moi, je d'accord pour les anciens, pour dire arrêtez d'appeler la marée de co, à pas marée de co. Nous appelons là savane inondée. Ou bien nous appelons notre nom créole, mais pas marée de co. Marée de co, une bête qui n'a pas existé. Donc c'est la dernière fois que je dis marée de co. Savane inondée. Merci Dominique Nugent. Un rappel, Dom Lakezot, c'est juste après le rendez-vous de l'info, après le journal de BFM. Allez, sans plus tarder, on passe à la chronique de Vanessa. Vanessa, pendant que vous êtes tranquillement en train de regarder votre match de foot, Marseille-Bordeaux par exemple, à la télé, elle travaille pour vous ramener des images le week-end. Vanessa, c'est ça ? Voilà, donc j'ai assisté à une initiation de boxe anglaise pour des enfants au village chinois. Alors la boxe pour les enfants, ça peut paraître assez violent. Donc certes, c'est un combat, c'est un sport violent, mais vraiment pour les adultes, au niveau compétition. Donc pour les enfants, la boxe est pratiquée dans de bonnes conditions. En d'autres termes, il s'agit de faux combats. Donc sous forme de jeu de touche, d'esquive et de déplacement. Donc les petits ne font que mimer les coups sans se toucher. Donc j'en parle tout simplement parce que Naël a pris l'initiative de donner des cours de boxe au village chinois pour les enfants. Regardez. Salut.
Donc bonjour, je m'appelle Naël Lama, je suis le président du club d'arts martiaux Les Combattants Guyanais et aujourd'hui nous faisons une initiation à la boxe anglaise dans le quartier du village chinois. Donc comme vous le voyez au village chinois, nous avons beaucoup d'enfants qui ont besoin d'activités, donc on a décidé avec les membres du bureau de leur offrir une initiation au noble art. Donc ce qui est intéressant avec le sport de combat, c'est que ça permet de cadrer les enfants, de leur apprendre à se respecter, à respecter leur adversaire et à respecter leur environnement. Donc tout le monde connaît les vertus éducatives du sport. C'est pour ça qu'on a décidé de passer par cette entrée-là pour pouvoir proposer une activité aux enfants du village chinois. Voilà, donc je salue cette très bonne initiative. Donc sachez que comme n'importe quelle activité physique, cette discipline présente de nombreux intérêts pour le développement et la santé des enfants. Donc il sera moins sédentaire, donc moins de temps devant les jeux vidéo. Il permettra de développer les réflexes, la coordination, l'estime de soi, l'autodiscipline et surtout, ça permettra de les fatiguer juste avant d'entrer à la maison. Oui, parce qu'ils ont l'air de bien s'éclater. Merci Vanessa, effectivement le week-end, voilà, elle prend sa caméra et va filmer tout ce qui se passe le week-end, ici même en Guyane. Allez, on passe à notre deuxième thème ce soir, l'avenir de la pêche en Guyane. Avec nos deux invités, Tony Nalovic, ingénieur à l'IEUT au comité régional de pêche, et Jean-Yves Tarcy, chargé de mission au comité régional des pêches. Messieurs, bonsoir. 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 Bienvenue sur le plateau. Il y a eu un débat autour de l'avenir de la pêche en Guyane. Si la question est posée, cela veut dire qu'il faut s'en préoccuper. La pêche fait partie d'un secteur économique important en Guyane. Qu'est-ce que la France envisage de faire avec le département quand on voit les normes qu'ils mettent en place? Voilà, j'ai comme ça eu quelques pêcheurs ici et là avant de préparer cette émission. Certains me disent ils vont tout lâcher, il y a trop de normes. La France met trop de normes pour les pêcheurs. Comment on avance avec ça? Allez-y. Il est vrai qu'au fur et à mesure que le secteur se formalise de plus en plus, oui, on se retrouve avec de plus en plus de contraintes. C'est une réalité des choses. C'est difficile, ceci dit. Non, juste en complément, c'est que prenons la pêche côtière. Ouais. Nous avons c'est pas d'aujourd'hui que ça existe en Guyane, des navires qui datent depuis déjà 30 ans. Et donc on nous demande voilà, de mettre aux normes ces navires, etc. Donc voilà. Donc en fait, des radios, il y a plein de choses qu'on doit rajouter. Donc c'est un coût supplémentaire également. Oui, on parle de normes de sécurité. Sans aide. Normes sanitaires. Il y a certains aides. Alors on arrive avec le comité des pêches, monter des dossiers justement pour équiper le bateau avec des VHF pour pouvoir communiquer en mer ou mettre en place des remonts de filets pour faciliter le travail en mer. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de patience au niveau des armateurs qui ont vu vraiment la pêche d'aller de situations difficiles à plus difficiles. Alors, c'est quoi? Il y a différentes filières, bien sûr, pour la pêche ici en Guyane. L'avenir, c'est quoi? C'est la pêche côtière? Il y a 3 segments, 3 segments avec des débouchées différentes. On parle de la crevette, on parle de la pêche côtière, on parle du vivano. La pêche crevettière n'atteindra jamais ce qu'elle était dans les années 80 et 90. Pourquoi? Parce que le marché n'est plus ce qu'il était, le prix de la crevette n'a pas augmenté et le prix du carburant augmente, les navires vieillissent. S'il y a un avenir, ça serait de vraiment revoir l'ensemble de l'activité du navire jusqu'au marché. Pour la pêche côtière? Oui, en fait,
rajouter quelques éléments d'information justement pour la pêche côtière. Effectivement, là aussi, pareil, donc nous sommes toujours avec des navires qui datent, et donc ça demande pas mal d'investissement au niveau de la maintenance, de la réparation, et je pense que il y a aussi le confort à bord, les conditions de travail, etc. Bon, parce qu'il faut aussi attirer la jeunesse, il faut aussi former cette jeunesse pour voilà, il faut des formations aussi adaptées, voilà, aux conditions de travail, etc. et puis aux moyens qu'on a. Souvent, allez-y. Les atouts qu'on a dans la pêche côtière, c'est qu'on a une ressource qui est là. Beaucoup de pays ont perdu beaucoup de la ressource. Nous, on accorde de la ressource. On a besoin de créer des emplois. Le problème, c'est comment inviter des gens dans le secteur quand il n'y a pas un port de débarquement à propre dit. Enfin, c'est difficile d'envoyer quelqu'un à la pêche quand ils ne sont pas sûrs d'où est-ce qu'ils vont débarquer leurs poissons. Alors, justement, c'était ma question. Comment va évoluer dans ce sens ? Il y a eu beaucoup de propositions. Comment les choses évoluent là-dessus, justement, parce que quand on parle d'avenir de la pêche, si on n'a pas ce port où les gens pourraient éventuellement débarquer leurs poissons, on est un petit peu embêté. Au fur et à mesure que la pêche côtière, par exemple, se formalise, ça nous donne une capacité de faire plus en plus de demandes pour, par exemple, un port. Si tout le monde restait dans l'informel, ce serait impossible de dire voici un port de pêche. Mais maintenant qu'on a des pêcheurs recensés qui payent leurs impôts, qui perdent leurs énimes, ça fait maintenant un certain nombre d'années, les gens sont de plus en plus à jour, on peut dire écoutez, les offres qu'on fait, on est à jour, mais où est notre port de pêche? Cela fait 30 ans. Donc ça nous donne des arguments. D'accord, très bien. Jean-Yves Tarcy, les voisins nous font du mal également. On respecte certaines normes ici en France, département français. Les voisins ne respectent pas forcément tout. Non, mais c'est sûr que, par exemple, je m'arrête sur le filet de pêche. Donc en face, nous avons des voisins qui utilisent 7 à 10 km de filet. Nous, on est, par rapport aux normes européennes, il nous faut maximum 2,5 km de filet. Mais c'est vrai que on voit quand même que l'État fait des efforts, même si effectivement c'est pas... Parce que j'allais vous dire, ça fait des années qu'on entend la même chose et on est les enfants sages de la pêche dans le secteur. En fait, c'est vrai que ce mouvement de grève aussi, quelque part, a servi, parce que ça faisait aussi partie, c'était le premier point, l'éradication de la pêche illégale. C'est vrai que on n'y est pas encore, mais en tout cas, l'État, c'est vrai, fait des efforts, mais même si, au jour d'aujourd'hui, on demande quand même que ça soit accentué, et puis qu'il y ait quand même des actions plus pérennes, permanentes, et voilà. Donc Vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, Vanessa? Par rapport à la pêche illégale, j'ai entendu 2 radars installés en Guyane aux frontières. Est-ce que ça pourrait aider Bien sûr, ça faisait aussi partie de... on a eu une conférence... On a fait partie d'une conférence maritime qui a eu il n'y a pas longtemps. Effectivement, ça fait partie des propositions de l'État en la matière. Et puis ça fait partie aussi de nos demandes que nos frontières soient surveillées, parce que on peut pas. C'est difficile de surveiller les frontières en Guyane. Il est sûr que de partir sur une base de contrôle aux frontières, c'est beaucoup plus simple que de partir de Cayenne ou de Dégradé-Cannes, faire des contrôles à la frontière pour devoir ensuite ramener les bateaux saisis jusqu'à Cayenne. C'est un effort énorme, et quand on envoie nos forces armées récupérer 1 voire 2 navires, il en reste 18 en pêche. On considère qu'il y a 20 à 30 bateaux des deux côtés qui pêchent tous les soirs, et ceci avec 7 à 10 km de filet. Donc on fait un petit peu de mathématiques simples et on part de centaines de kilomètres en linéaire posés au large de la Guyane par semaine. Alors vous avez bien compris, il y a encore beaucoup de questions à poser sur la pêche. Nous préparons en ce moment sur ATG un grand débat avec beaucoup de monde autour de la table pour véritablement poser point par point sur les problèmes de la pêche. Une dernière question, parce que vous allez revenir sur notre débat la prochaine fois, mais là, le temps qui nous est imparti, on l'a déjà dépassé. Est-ce qu'il faut rester positif, optimiste pour la pêche guyanaise? Parce qu'à chaque fois qu'on fait l'interview d'un pêcheur, on a l'impression qu'il faut tout arrêter, tout abandonner. On reste optimiste? Est-ce qu'il y a de quoi rester optimiste en Guyane? Personnellement, Très honnêtement. Oui. D'accord. Absolument. Jean-Yves Tarcy?
Moi, je pense que oui aussi. Maintenant, il faut se donner les moyens, il faut mettre les moyens qu'il faut. Et puis, voilà, je pense que oui. On va partir de ce oui pour organiser notre débat autour de la pêche. C'est comme ça qu'on va se dire au revoir. Vous l'avez bien compris, c'était très juste ce soir, mais ça sera l'occasion, je vous le promets, de faire un grand débat sur la pêche guyanaise. Juste à voir qu'on a beaucoup de sujets à discuter, il y a beaucoup de choses à dire sur la pêche. C'est un secteur d'avenir en Guyane. Nous en sommes conscients et c'est pour ça que nous allons proposer à nos téléspectateurs un grand débat autour de la pêche en Guyane, puisque c'est un secteur qui quand même rapporte énormément dans notre département. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. BFM sans plus tarder et Dom Laquezotte juste après. N'oubliez pas ATG Sport avec Jonathan Lario. À demain. À demain. Avec Théanie cette fois. Bonne soirée. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.